Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Cette semaine, c'est un bulletin presque entièrement consacré à des conférences de presse de notre territoire. Commençons tout d'abord avec des menaces de Trump. Christine Fréchette qui rencontre des entrepreneurs de la région. Stéphane Lévesque s'est rendu sur place pour en discuter avec elle. Alors, la priorité, c'est d'entendre les entreprises. Là, j'ai rencontré une bonne vingtaine d'entreprises qui exportent aux États-Unis principalement. Donc, c'est sûr qu'on veut entendre les entreprises quant aux préoccupations et aux enjeux que ça pourrait soulever, advenant qu'il y ait des tarifs qui soient imposés. Alors, pour moi, c'est important d'être bien connecté sur le milieu entrepreneurial, le milieu des affaires ici à Bécancour. Ça bouge beaucoup, c'est effervescent. Donc, c'est important pour moi. Je remercie mon collègue Donald Martel pour avoir organisé ça. En fait, il me l'a proposé déjà il y a quelques semaines. Et puis, j'ai trouvé l'idée très intéressante. J'ai dit assurément, on fait ça. Donc, contente d'être ici aujourd'hui pour avoir cet échange-là avec les entreprises. Ça va nous aider à bien aiguiller notre stratégie. Nos programmes, ils sont prêts. Mais en même temps, chaque semaine qui passe, s'il y a des améliorations à apporter, on va le faire. Donc, la meilleure façon de les sécuriser, ou en tout cas de leur venir en aide, c'est de les écouter. C'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, comme quand je parlais avec Christine, il y a peut-être des ajustements à faire en fonction de la réalité. Donc, je suis très content de la réaction. Tout le monde qu'on a invité sont là, fait que je suis très content. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, annonçait 6,6 millions pour le Musée des cultures du monde à Nicolet. Allons voir mon reportage lors d'une conférence de presse. Le ministre de la Culture annonçait 6,6 millions au Musée des cultures du monde de Nicolet. On en discute avec celui-ci, mais aussi avec les divers intervenants qui étaient présents lors de la conférence de presse. C'est une somme de 6,6 millions de dollars, essentiellement pour s'assurer que le musée puisse continuer d'exister pour les prochaines décennies, parce qu'il a des défis importants que les citoyens voient peut-être pas au premier coup d'œil, mais la structure, elle est vieillissante. Donc, c'est un musée qui a 40 ans très bientôt. Et avec la quarantaine viennent peut-être certains petits problèmes qu'on doit régler, notamment au sujet de l'enveloppe extérieure du bâtiment par rapport à la climatisation, au chauffage, à la ventilation. Autre élément intéressant aussi, c'est l'accessibilité universelle. Donc, le musée, à la fin des travaux, va être accessible pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple. En quoi est-ce important pour vous de soutenir des projets de ce genre? C'est important parce qu'ici, notamment, une des raisons, c'est que c'est une institution qui est unique. Donc, c'est une institution qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec, qui a une mission particulière, celle de s'intéresser aux religions du monde, par exemple, et s'intéresser aussi à beaucoup d'autres sujets, mais ça fait du musée un musée qui est très unique. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Autre élément que j'affectionne beaucoup, c'est que c'est un musée en région. Donc, on a de grandes institutions culturelles dans la capitale, dans la métropole, mais pour moi-même, représenter une région, je sais à quel point c'est important qu'on investisse dans nos régions. C'est bon pour les citoyens qui y demeurent, c'est bon pour le tourisme aussi, donc pour la vitalité économique. Ça stimule l'engagement des gens, ça stimule, je disais, l'économie, les retombées économiques. Donc, tout le monde est gagnant quand on investit en culture en région. C'est un montant quand même important, 6,6 millions. Le bâtiment, il y a une quarantaine d'années, donc il y avait des problèmes au niveau de sa structure. Donc, si on veut l'avoir encore pour un autre 40 ans, c'est important d'investir ces sommes-là. Donc, je suis vraiment content, très reconnaissant que le ministre nous fasse confiance, mais très reconnaissant aussi du travail et de la direction ici du conseil d'administration. Ils ont travaillé très, très fort. Moi, j'avais emmené le ministre ici au mois de juin pour lui montrer l'ampleur des travaux, comment c'est important.
Puis on est allé dans chacun des raccoins. Puis je pense que quand le ministre est sorti, il se disait il faut vraiment faire quelque chose. Donc je pense que tout le monde a bien travaillé et aujourd'hui, je suis vraiment content. Donc, comme à l'habitude, c'est un beau travail d'équipe pour toute notre population. Oui, puis comme je le mentionnais tantôt, puis c'est vraiment important, je prenais l'exemple du Théâtre Pellicot, mais le musée ici, le nombre d'heures de bénévoles qui est donné, s'il fallait qu'on paye ce travail-là, on n'arriverait jamais. Et si les grands musées, théâtres, dans des grands centres avaient autant de bénévolat qu'on peut avoir ici, ça serait extraordinaire. Donc, c'est un bon cheval de bataille de miser sur des institutions en milieu rural. C'est de l'argent bien investi pour le gouvernement. Ça va être quoi qui va être fait en premier lieu, le plus urgent concrètement? Je dirais tout. Mais le plus urgent, bien, tout ça va être fait un peu en même temps. Là, mais ce qui est majeur là, ici, c'est changer les machines de climatisation chauffage au toit qui sont en fin de vie. Là. Ils datent de 91 et puis c'est déjà dans le monde, il n'y a plus de pièces, on peut plus c'est difficile à les réparer. Après ça, il y a le revêtement extérieur là, qui doit être changé. Il y a des travaux, la membrane au toit n'est pas à changer, mais il y a des travaux quand même à faire parce qu'il y a certains endroits problématiques. Là. Les travaux de rénovation comme ça, il y a toujours des phases de mise aux normes. Si on fait des interventions, il faut mettre aux normes. Donc là, les éclairages vont être changés pour des éclairages ODEL pour avoir d'économie d'énergie, des choses comme ça. Et puis un autre fait important aussi, c'est l'entrée du musée qui va être changée puisque tous les escaliers, la rampe pour les personnes en mobilité réduite sont à l'extérieur. Donc l'hiver, c'est avec la glace, la neige, c'est vraiment problématique. Donc il va y avoir une nouvelle entrée qui va être créée en façade, qui va avoir l'entrée va être au niveau du rez-de-chaussée, en fait, au niveau du stationnement. Et tout l'escalier puis le monte-personnes sera à l'intérieur, donc ça va être plus facile d'avoir accès au musée, là, parce que pour l'instant, là, c'est un peu la croix et la bannière pour ceux qui sont en mobilité réduite. Même les gens qui ont pas de problème, l'hiver, les marches en béton, c'est beaucoup d'entretien, c'est pas toujours sécuritaire, donc c'est ça. Ça fait une dizaine d'années, dans le fond, que je m'implique là, sur le conseil d'administration, puis on est bien content de l'aboutissement ce matin, là, de plusieurs années de travail. Moi, j'ai toujours aimé la culture, puis j'ai toujours aimé m'impliquer. Donc, dans le fond, de m'impliquer dans le milieu ici pour la culture, ça fait partie de mon équilibre, dans le fond. Là. Au-delà du travail, là, j'ai toujours du temps pour ce genre de causes. Et en quoi cette nouvelle-là de ce matin vous fait plaisir? Est-ce que vous considérez que le musée, c'est comme un peu une deuxième famille? Oui, vraiment. Je crois vraiment à cette institution-là. On a vraiment une unicité au Québec qui fait qu'on aime le faire rayonner. La mission est importante. Dans le fond, là, la culture qu'on a ici, c'est important de la faire connaître puis qu'il y ait une certaine pérennité. Donc, avec l'annonce, bien, on s'assure que les travaux qui étaient nécessaires sur la bâtisse pour pouvoir continuer notre mission et bien préserver les objets soient mis en place, en fait. La Ville de Nicolet a maintenant une application pour l'achat local. On en discute avec la mairesse Geneviève Dubois. L'achat local est au cœur des priorités de la Ville de Nicolet et j'en discute avec la mairesse Geneviève Dubois. En fait, Nicolette est la première municipalité à avoir mis en place le programme Votre carte locale. Donc, programme développé évidemment par d'autres gens, mais Nicolet a choisi de le mettre en place. En fait, c'est une carte. C'est une application que les gens téléchargent dans leur téléphone et qu'ils utilisent auprès des marchands qui ont choisi de joindre le programme. Donc, il y en avait 25 au départ. On s'était dit, avec les gens de Votre carte locale, si on en a 10, on part. On considère que c'est suffisant pour avoir une offre intéressante. Finalement, c'est 25 commerçants qui ont dit oui. Et d'autres sont en train de réfléchir, regardent ça aller, vont sûrement s'ajouter. Et lundi soir, on était à 1000 téléchargements de l'application quand même. Donc, on est vraiment contents. Le but, c'est que tous les gens qui veulent acheter à Nicolette puissent le faire et que cet argent-là reste ici. Donc, on peut faire des achats dans un commerce, les dépenser dans un autre commerce qui est membre. Donc, ça donne une belle liberté dans un contexte d'incertitude économique puis de promotion, d'encourager puis d'acheter localement. Cette application-là qu'on travaille depuis un an, bien, le timing de sa sortie était juste parfait. Donc, on est vraiment, vraiment fiers que des commerçants aient répondu oui puis que les citoyens aussi aient répondu oui. Vraiment.
Et comment se nomme cette application si on veut la trouver et l'utiliser? Votre carte locale. Les propriétaires de la résidence Jeanne Larchevêque à Nicolet annonçaient en conférence de presse que celle-ci deviendra un complexe d'habitation collective pour aînés, incluant un service de repas. On en discute avec ses propriétaires. La résidence Jeanne Larchevêque de Nicolet aura un nouveau nom et de nouveaux services dès le 31 mars prochain. On en discute tout d'abord avec ses propriétaires. Avec toutes les raisons de manque de main-d'œuvre, le nombre d'heures travaillées, etc., on a décidé à l'automne dernier, en fait, ce qu'on avait décidé, c'est de devenir un immeuble locatif ouvert à tous. Avec l'arrivée du CIUS, avec tout ce qui s'est mobilisé avec et alentour de nous, bien, on a décidé finalement de transformer ça à partir du 31 mars en les habitations Jeanne Larchevêque. Donc, ce sera des habitations pour gens retraités avec un service offert de 2 repas par jour. L'objectif aussi, c'était de préserver l'offre locative pour les aînés dans la région. Si on devenait immeuble locatif traditionnel, ça mettait un peu de côté le côté aîné, tandis que là, on garde strictement pour les aînés. Puis, ça donne une alternative, dans le fond, aux gens qui cherchent une place pour se loger. Ils gardent un environnement composé majoritairement d'aînés, donc c'est le fun pour eux autres. Ça fait une petite communauté. Puis, ça fait une alternative dans la région pour se loger. Étiez-vous surpris de la réponse du gouvernement à ce niveau-là? Agréablement surprise. Je pense qu'il pourra avoir une super de belle collaboration entre le milieu public et le milieu privé. Je pense que ce matin, ce qu'on a fait, c'est prouver que tout ça était possible. Moi, maintien à domicile, là, c'est ma vie, là, tu sais. Et ça nous permet justement de garder des aînés chez eux, dans un beau logement, avec des services de qualité, avec du personnel de qualité. Puis ça répond à notre mission. Ça me rend heureuse, puis en même temps, mais ça nous permet de prendre soin d'eux. Pas obligé d'être en perte d'autonomie, là, tu sais. Ça nous permet d'être à l'écoute, puis voir s'ils ont d'autres besoins, tout ça. Et les suivre dans l'évolution de leur âge, tout ça, pour offrir d'autres services s'ils en ont besoin. Notre mission, ça va être de faire la préparation de repas pour que les gens puissent rester ici. Et on va aller les livrer à leur appartement. C'est qu'on va faire des repas, le dîner et le souper là, pour les usagers ici. Et grâce, les usagers prennent des services chez nous, bien, ils ont accès au PEFSAD. Le PEFSAD, ça donne une réduction. Moins leurs revenus sont élevés, la plus grande partie, c'est avec l'assurance maladie. C'est que ça leur fait, il y en a qui ça leur coûte 2 pièces et 22 par préparation de repas. Fait que, tu sais, ça va avec les revenus. C'est que nous, on essaie de trouver une façon que ça coûte le moins cher possible. Et avec ça, bien, ça leur donne un logement plus abordable aussi, là. En fait, aujourd'hui, on annonce la transformation, en fait, la mise en place d'un nouveau projet pilote, mais un nouveau modèle d'affaires aussi pour une résidence qui était à bout de souffle, je vous dirais, dans la gestion puis la réponse à tous les critères pour être une RPA. Donc, au lieu de perdre cette expertise-là et ce milieu-là de vie qui était assez exceptionnel pour nos aînés, bien maintenant, les aînés vont pouvoir rester ici. C'est une association avec une entreprise d'économie sociale, la Maisonnée, qui va fournir les repas, mais qui va fournir plus que ça, qui va fournir aussi des yeux, des oreilles, des bras pour ces personnes aînées-là sur place. Et la ville, nous, dès qu'on était interpellés, c'est un beau projet de solidarité où chacun a bien joué son rôle. Le CIUS a levé des drapeaux, m'ont interpellé. Moi, après ça, j'ai assis les intervenants ensemble avec notre député pour être sûr de trouver du financement parce qu'il manquait une petite portion de risque pour mettre en place ce projet-là. Donc, la Ville de Nicolet a mis 5 000 $ pour que ce projet pilote-là voit le jour. C'est un projet pilote d'habitation, hein, c'est pas un projet pilote de santé. Je trouve que c'est important de le dire, qu'on était vraiment fiers aujourd'hui de pouvoir l'annoncer. C'est vraiment un nouveau partenariat entre l'organisme communautaire, la Maisonnée et les résidences Jeanne Larchevêque. C'est un modèle qui est unique dans le sens que on a du privé qui sont propriétaires du bâtiment, puis on a un organisme communautaire qui vient rendre service aux résidents, que ce soit la bouffe, que ce soit le ménage. Donc, on a un mix des deux qui fait en sorte qu'on a une offre de location vraiment à un prix intéressant pour les citoyens de Nicolet ou des alentours. Donc, je suis très content. C'est une très, très bonne nouvelle.
Notre journaliste P.A. Lemay a eu l'occasion de visiter la nouvelle salle d'exposition du musée des Abénaquis. Allons voir son reportage. Et oui, je me retrouve aujourd'hui au musée des Abénaquis où avait lieu l'inauguration de nouvelles expositions. Avec le renouvellement de l'expo permanente, on a une super belle salle maintenant avec de nouveaux équipements, avec un nouveau système d'accrochage, l'éclairage qui répond mieux aux besoins maintenant. On a refait les planchers, tout ça. Donc maintenant, on a une belle salle polyvalente pour recevoir des artistes artisans autochtones contemporains. Après les travaux, on inaugure maintenant la nouvelle salle avec une super belle exposition de deux artistes Inuits de Mastoyache, donc Patricia et Raphaël Langevin. Vous aurez l'occasion de venir observer et vivre cette exposition-là parce qu'elles ont intégré la réalité augmentée à leurs œuvres. Donc, vous pouvez venir avec votre téléphone et les œuvres vont prendre vie devant votre téléphone. Et il y a aussi une section de médiation. En fait, elles souhaitent que les visiteurs puissent laisser une trace, laisser un message de ce que leur grand-mère leur a transmis. Dans le fond, on l'a fait marraine-filleule. Raphaël, c'est ma filleule. Et puis, c'est un projet qu'il y a eu à Mastoyache avec l'organisme Kamishkakar et le musée Inou de Mastoyache, qui était de développer, dans le fond, la professionnalisation des artistes, de leur offrir la possibilité d'avoir une exposition en début de carrière. On a décidé de se lancer puis de faire notre première exposition ensemble. Donc, pendant cette période-là, Raphaël venait d'avoir son premier enfant, Théa, sa petite fille. Et puis moi, j'étais en recherche généalogique du côté de ma mère pour faire un peu sa généalogie, voir un peu l'histoire de notre famille. On s'est mis à en discuter, on a sorti un peu des thèmes qu'on voulait explorer. Souvent, c'était vraiment très fluide, la façon que ça fonctionnait. Raphaël rêvait de quelque chose, elle m'appelait le lendemain matin de bonne heure, puis là, je disais hey, « Oui, moi, j'ai vu ça, puis ça cette semaine, c'est vrai, moi aussi, j'irais dans ce sens-là. » Une autre fois, c'était moi. Là, je dis « Raphaël, ça fait plein de fois que je vois des aigles. C'est mon grand-père. Il va être dans l'exposition. J'ai revu un autre aigle, puis c'est sûr qu'il faut qu'il soit là. Fait que là, il faut qu'on y trouve une place. Là, elle dit, bien, on va essayer de trouver. Finalement, 2 semaines avant, elle dit, j'ai trouvé, il va être au-dessus de notre arbre. On va rien en faire un arbre. On va le mettre au-dessus de ça. Fait que, tu sais, tout se plaçait, chaque petit détail, vraiment, on en discutait ensemble, puis on trouvait comment faire fonctionner ça. Fait que c'est ce qui a créé Aganishkat. Cette exposition-là, pour moi, c'est vraiment une exposition, je dirais, de clan. C'est un peu retracer l'histoire de notre clan familial. Et puis, au final, on se rendait compte que pour nous autres, c'était souvent, chaque étape était dédiée à des individus spécifiques. Tu sais, quand on faisait une toile ou une œuvre, on avait en tête un individu de notre généalogie. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était des étapes que plein de clans ont vécu, où ça rejoint finalement un thème très, très général chez les Premières Nations. On voulait parler du matrimoine, la transmission, dans le fond, des valeurs Innu Aimun, Innu Aitun, dans le fond, la langue, et puis les activités culturelles qui se transmettent dans nous autres, dans notre généalogie. Ça s'est transmis beaucoup de mère en fille, mère en enfant, dans le fond, mais par les femmes. Fait que c'est ce qu'on voulait aborder. Venez nous voir, l'exposition est au musée des Abénaquis, ici à Odanak, jusqu'au 1er juin. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. C'était récemment l'inauguration de la nouvelle salle communautaire de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Et pour l'occasion, les élus et la population étaient au rendez-vous pour célébrer et danser. Et oui, des cours de tango à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, dans l'église qui fait peau neuve pour devenir la salle communautaire. On écoute les élus nous en parler davantage. Au départ, on avait une planification stratégique pour revitaliser le centre du village. On a rencontré le cardinal Cyprien Lacroix qui nous a confirmé qu'il y avait une ouverture au niveau du diocèse pour réaffecter les églises, avoir des centres plus vivants et puis avoir une cohabitation avec la municipalité. On a fait de la planification, on a rencontré des architectes, on regardait ça. Il y a eu une étude de faisabilité pour voir si le bâtiment est approprié pour faire ce qu'on voulait. Et puis à partir de là, ça s'est allé assez rapidement. Mais j'étais très content d'annoncer que le gouvernement du Québec a investi 3 millions sur un projet d'à peu près 3,2 millions. Donc la municipalité a travaillé très, très fort. C'est un lieu magnifique. Moi, j'étais venu ici, ça fait peut-être une vingtaine d'années. J'étais venu aux funérailles de Mme Deveau, qui était la mère de ma secrétaire, et j'avais trouvé le lieu extraordinaire.
Fait que quand j'ai su que la municipalité voulait le reprendre puis en faire une salle communautaire, c'est vraiment une belle réussite. Je suis très content. La salle actuelle, elle va beaucoup mieux remplir les fonctions d'espace communautaire pour des organismes de toutes sortes qui font des repas communautaires, ils font faire de l'exercice aux citoyens, du yoga, de la danse. On va pouvoir la louer pour faire des rencontres de toutes sortes. Puis on a quand même tous les offices religieux ils vont être encore ici. Très heureux d'être ici pour la nouvelle salle. Être tout en bois. Pour commencer, j'ai des terres à bois, on développe du bois, on cultive le bois. Ils en ont fait donner une bonne exemple. Ça, regarde, on ne peut pas demander mieux. Pour le son, c'est excellent. On entend en arrière le son, c'est très bon. Oui, on était la première église à être transformée au Québec. On recule à peu près quasiment 30 ans chez nous. Salle multifonctionnelle, église pas conventionnelle, plus conventionnelle. Malheureusement, en 2012, on a passé au feu puis on a rebâti parce que c'était un besoin de la population. Même si c'est une petite population, un milieu de rassemblement, un endroit où avant c'était les églises, c'était les perrons d'église. Aujourd'hui, c'est les salles multi où on peut se rassembler, où on peut faire différentes activités. Aujourd'hui, on voit du tango. Tu sais, qui aurait dit ça, du tango à Deschaillons? Mais regarde, il y a de la demande, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui... Mais chacun crée un milieu vivant, tu sais. Faire du pavage, faire de l'asphalte, faire des fossés, c'est facile. Mais garder un milieu vivant, ben c'est ça le but, le cœur d'une municipalité, c'est de garder son milieu vivant. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. 2025 est synonyme de festivité pour la ville de Bécancour qui fête ses 60 ans. On en discute avec la mairesse Lucie Allard, mais aussi avec Pascal Doucet, directeur général du Quai en Fête. Allons voir son reportage. Il y aura la traditionnelle journée familiale porte ouverte de la ville de Bécancour qui aura lieu cette année le 6 septembre. Une belle année s'annonce pour Bécancour qui aujourd'hui dévoilait leur programmation de l'année pour célébrer leur 60e anniversaire. Dès le début du mois de mars jusqu'à l'automne prochain, il y a une panoplie d'activités là, qui se tiendront pour souligner le 60e anniversaire de la ville. Des activités également qui vont s'adresser à tous, aux familles, des activités de plein air, des spectacles, donc des fois à connotation plus culturelle, des fois à connotation justement plus active. Donc, vraiment, il y en aura pour tous les goûts. La programmation des activités sera vraiment postée à chaque adresse de la ville. Ça sera également publicisé via le site Internet de la ville. Dans le fond, on est collaborateurs avec ça. La ville a demandé à tous les organismes de créer une activité spéciale pour ça. Puis nous, on fait nos 10e. Fait qu'on voulait en même temps, on voulait tout rendre utile à l'agréable. On va faire un grand ballroom. Ça s'était fait lors du 50e. On crée un grand ballroom avec une grosse orchestre qui va être là. On aménage le quai comme un château. Les bling-bling, les nappes, les tables. Il y aura un souper gastronomique. Dans le fond, ça va être vraiment plaisant. Donc, j'invite vraiment toute la population bécancouroise et ailleurs également à profiter, à participer à ces belles activités. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. La chanteuse Guylaine Tanguay sera en vedette dans le cadre d'un spectacle bénéfice pour la fondation de l'école secondaire La Découverte à Saint-Léonard-d'Aston. On écoute Jean-Yves Doucet, son président. Guylaine Tanguay sera de passage le 26 avril prochain à l'église de Saint-Léonard-d'Aston au profit de la fondation de l'école secondaire La Découverte. J'en discute avec M. Jean-Yves Doucet. C'est la première fois qu'il va y avoir un concert de cette envergure-là à l'église de Saint-Léonard. Et c'est la première fois aussi qu'on reçoit une artiste de renommée internationale à Saint-Léonard, donc Guylaine Tanguay, qui arrive justement de Paris, où est-ce qu'elle a été faire un spectacle. Et c'est vraiment pour une bonne cause. C'est pour la fondation de l'école secondaire La Découverte, pour les élèves, pour les enfants, pour les adolescents. Donc, les billets s'envolent rapidement. On invite la population à se procurer ces billets. Il y a 3 façons de se procurer ces billets, soit en personne chez Accommodation Bois-Clair, à l'aide du code QR qui est sur la page Facebook de la Fondation de l'École secondaire La Découverte, et aussi auprès des membres de la Fondation, des membres du conseil d'administration de la Fondation de l'école. C'est vraiment une belle activité. On a beaucoup de
commanditaires aussi de Saint-Léonard et des environs qui se sont impliqués. Entre autres, la Construction Nouvelle-Ère, qui est le commanditaire principal de l'événement. Et ces sous-là vont servir à quoi exactement? Et nous autres, à la Fondation, on a 6 ans d'existence. On a 65 projets de faits à l'école pour un total de 566 000 $. Donc, on a beaucoup de projets de réaliser. Donc, la bibliothèque a été rénovée au coût de 120 000 $. On vient d'acheter 30 ordinateurs pour l'amélioration de la qualité du français. Et aussi, je vous donne un exemple de projet bien terre à terre, là. On a un projet qui aide les familles dans le besoin pour habiller leurs enfants. Donc, on vient d'habiller des enfants présentement. Puis je pense que c'est un beau projet. On sait que la conjoncture économique est difficile pour tout le monde de ce temps-ci. Et aussi, ça va aider pour les futurs projets. Donc, on a une enseigne électronique qui va être installée près de l'école pour annoncer tous les projets ou les activités qui se déroulent à l'école. On a aussi la rénovation de l'auditorium. On veut acheter aussi une autre flotte d'ordinateurs pour aider à la qualité du français. Puis le reverdissement de la cour d'école, on veut planter 100 arbres. On a déjà 80 de plantés. Donc, c'est des projets. Les projets ne manquent pas à l'école. Puis, je pense que c'est une très bonne façon d'encourager l'école secondaire à la découverte et sa fondation. C'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles à saveur locale. Merci d'avoir été des nôtres et c'est un rendez-vous la semaine prochaine. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.